Et nous voilà de retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Si vous êtes à Montréal, au Québec, je vous dis hello, bonjour, salut. Si vous êtes sur le continent africain ou encore européen, eh oui, l'émission Ça va causer à fond monde. Nous mettons l'accent sur les réalités africaines ici même à Montréal, en Amérique du Nord. Nous parlons aussi des questions normales qui nous concernent, d'actualité, mais en pleine période du mois de l'histoire des Noirs, c'est la fin quasiment, nous recevons des personnalités, nous recevons nos frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous avons cette chance de recevoir une grande dame que j'ai croisée par hasard lors d'une rencontre. Et cette dame, une rencontre en fait qui réunissait les femmes, où on parlait de misogynie noire. Moi-même, j'avoue que j'étais ignorant par rapport à ce thème. Et cette dame a fait une présentation qui m'a personnellement frappé, marqué. Elle est de Côte d'Ivoire, raison pour laquelle nous la recevons. Bonjour, comment ça va? Bonjour, monsieur Henri. Ça va bien? C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Et puis merci en tout cas de l'invitation sur votre belle antenne. Madame Marie-Laure Conan. Je dis Côte d'Ivoire, est-ce que je me suis trompé? Non, vous avez exactement trouvé le bon pays, mais en même temps, c'est pas Conan Bédier. Souvent, quand on dit Conan, on pense que je suis la nièce de Conan Bédier. Non, c'est Conan tout court. En fait, Conan, qui est un patronyme ivoirien du centre de la Côte d'Ivoire, donc de la tribu à Caen. Donc, je suis exactement baoulée de Bouaké, de mon père, et de tout maudit de par ma mère. Et très fière de l'être. Ah bon? Oui. Vous êtes baoulée? Je suis baoulée. De Bouaké? De Bouaké, de tout maudit. Il y a plein de baoulés de Bouaké qui nous regardent, les Ivoiriens. Ben voilà. Alors, vous avez parlé, juste pour situer un peu nos téléspectateurs, parce que vous avez parlé de Conan Bédier. Moi, je connais Conan Bédier, mais tout le monde ne connaît pas Conan Bédier ici. Juste nous préciser un peu qui est Conan Bédier, rapidement. Alors, monsieur Conan Bédier, c'était le deuxième président de la Côte d'Ivoire, après le décès du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. En son temps, monsieur Bédier était le président de l'Assemblée nationale et la Constitution de la Côte d'Ivoire nous annonçait qu'en cas de décès du président, c'est ce monsieur-là qui prendrait le pouvoir. Donc, monsieur Bédier a été président de la Côte d'Ivoire pendant quelques années. Oui, mais lorsque Houphouët-Boigny est mort, Bédier n'a pas pu prendre le pouvoir. L'autre, après, on lui a balancé un bon coup d'État. Moi, je ne rentrais pas en politique. D'accord. Moi, je fais toujours attention. Oui. Non, mais malheureusement, c'est un peu ça, hein, l'histoire de nos États. Oui. Donc, quand on est père fondateur, la relève, quelquefois, soit on ne veut pas la préparer, soit qu'on la prépare et puis après ça, c'est des coups d'État. Oui. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et puis, quand on espère que nos pays seront matures pour finalement aller sur la voie de la démocratie. Ben oui, bien sûr. Comme ça, vous n'êtes pas la cousine de Conan Bédier. Ni la cousine, ni la nièce, ni la fille. Donc, rien à voir. Rien à voir. Alors, je suis une digne fille de mon père, monsieur Conan, monsieur Conan Kouao, et de madame Yao Ndrissa, son épouse Conan, donc, qui se sont rencontrés par l'intermédiaire de leurs parents et qui, à l'époque, c'était vraiment des mariages, pas des mariages forcés, mais des mariages arrangés. Voilà. Et ma mère, très très jeune, quand on lui a présenté son invité, Ndri, c'est ton invité ce soir, elle a vite compris que c'était quelqu'un qui allait marquer sa vie. Donc, elle a dit qu'elle aimait. Et puis, l'invité aussi a dit qu'il aimait. Et de là sont nés 5 beaux enfants. Oh là là, c'est beau d'entendre ça, dont vous-même. Donc, moi-même, qui suis pas la Benjamin, mais parmi... c'est au milieu. C'est au milieu. Donc, mon père avait déjà un garçon, Éric Conan. Oui. Après est arrivée ma grande sœur, Mireille Conan. Puis moi, je suis celle du milieu. Généralement, nous, au milieu, on nous oublie souvent. Après moi, Nadine, la Nguessan. Puis je vous raconterai un peu la culture ivoirienne, surtout baoulée. Oui. Après Nguessan, qui est la 3e fille successive, on a Freddy, le seul garçon de ma mère et le 2e de mon père. Et on a la Benjamin, qui est Michel Conan, qui a 17 ans d'écart avec moi. Qu'est-ce qui vous donne cette assurance? Quelle est votre formation, madame? Oh mon Dieu, cette assurance-là, on parle de ma famille, on parle de mon père, on parle de mes parents. Je pense que c'est mes parents qui m'ont donné cette assurance-là. Quelle est votre formation académique, madame? Je suis, mon Dieu, pas une fille d'école, hein. Ça n'a pas l'air, je ne suis pas une fille d'école, c'est ma sœur qui est journaliste. Peut-être que je suis tombée dedans étant petite, quand ma sœur faisait sa potion. Mais non, je suis vraiment une fille du marketing et puis du business. Voilà. Et quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fait une école de commerce. Donc, c'est peut-être raison que je suis à l'aise dans la vente.
Mais ce que j'aime faire aussi, c'est vraiment le marketing social. Donc, on va en parler, vraiment ce marketing-là qui change la vie des gens et qui m'a menée à faire le métier que je fais aussi. Donc, je suis une fille du social et des affaires. Donc, ça fait du marketing social et puis je pourrais vous en parler à profusion aujourd'hui. D'accord. Alors, dites-moi le Canada. Pourquoi le Canada? Ah, pourquoi le Canada, Et non mon pas Dieu? la France Ben, la France, je suis passée. Donc, mon père, M. Conan Kwao, encore une fois, était étudiant aux Beaux-Arts de Marseille. Et donc, à l'époque, c'était facile d'avoir les visas pour les parents étudiants. Donc, a fait venir ma mère en 1982. Et puis, nous, les enfants, Conan, on a suivi en 1984. Alors, moi, c'est à Marseille que j'ai commencé l'école primaire. Donc, j'avais l'accent du Midi. Donc, imaginez une petite noire avec ses cheveux en boulette. L'accent du Midi, c'était vraiment horrible. Pourquoi horrible? C'était horrible. Parce que l'image et puis l'accent ne concordaient pas. Mes parents se sont battus contre cet accent-là, mais ça n'a jamais fonctionné. Heureusement que je l'ai perdu en chemin. Et aujourd'hui, on me dit que j'ai l'accent beaucoup plus québécois qu'autre chose. Il y en a qui me disent que non, j'ai l'accent français. Alors, je suis vraiment un mélange de belles cultures. Mais vous savez, chez les enfants, on dit toujours, vous apprenez à un enfant une langue très très jeune. L'enfant maîtrise. Les enfants, c'est des éponges. C'est vraiment, il a le ton, l'accent, tout ce que vous voulez. C'est vraiment des éponges. C'est tout à fait facile. Exactement, vraiment des éponges. Donc voilà, on a mené notre petite vie jusqu'à ce que mon père finisse ses études. En fait, même il n'a pas fini, il les a arrêtés, il les a interrompus à cause de comment, malheureusement, les personnes immigrantes, même quand elles ont leurs papiers, ce qu'elles vivent dans certains pays. Donc, mon père, un jour, a décidé qu'il voulait retourner chez lui parce qu'il avait un chez lui. Et en fait, il en avait marre de vivre en France. Voilà. Il ne se sentait pas exister comme tel sur le plan professionnel. Parce qu'il y avait beaucoup de profilage. Ici, heureusement, on est au Canada, même si ce n'est pas parfait. On est au Québec, on évolue là dans la législation. Lorsqu'il y a des profilages, on voit aujourd'hui qu'on met tous les moyens en marche pour ne pas être profilé. Mais en France... Mais c'était vraiment difficile. Je me souviens que quelquefois, il y avait des descentes policières à la maison, juste pour vérifier les papiers. Ce qu'on va rarement voir ici. Là. Donc, puis un jour comme ça, mon père, d'orgueil, puis je suis tout à fait d'accord avec lui, écoutez, j'ai un pays et puis on va rentrer chez nous. Et c'est comme ça qu'en pleine année scolaire, on est retourné en Côte d'Ivoire sans grande préparation. Ça n'a pas été facile à prendre comme décision un peu sur un coup de tête. Papa l'a un peu regretté parce qu'il fallait préparer tout ça. Le retour au pays natal. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que, ou bien ce qu'on oublie, c'est que quand on retourne dans nos pays, il faut aussi un plan d'intégration. C'est ce que moi je fais ici. Lorsque les personnes immigrantes arrivent au Québec, il y a un plan d'intégration. Mais quand on retourne dans notre pays, on pense que tout nous attend, alors qu'il y a également un plan d'intégration. Et quand ce n'est pas mené comme il faut, ça crée beaucoup de frustration. Mais quand vous parlez de plan d'intégration, c'est bien ça? Ce plan d'intégration. Ce plan d'intégration-là pour le retour au pays. Ce que moi je constate quelque part, je suis allé en vacances après plusieurs années d'absence, plus de 20 ans, je suis retourné chez nous. Et je suis allé là, et ce qui m'a frappé comme tel, je vous le dis sincèrement, j'ai réalisé que j'avais changé. C'est ça. J'ai réalisé que j'avais changé, c'est-à-dire que je croyais que j'étais toujours la même personne, mais non, j'avais changé. C'est pas les autres, c'est moi qui avais changé. Effectivement. Et ce retour-là pour vous, ça a été quand même très, très marquant quand même, parce que vous avez grandi en France. Vous avez commencé vos études primaires en France. Oui, exactement. Ça a été marquant. Comment ça fait pour vous intégrer avec d'autres enfants? Ça a été marquant. Qui ne vous acceptaient pas nécessairement. Je ne dirais pas que avec votre accent, l'accent du Midi, vos petites manières à la française, qui n'est pas du tout nécessairement. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça. Ça n'a pas été évident parce que nous, on voulait retourner effectivement. Pour nous, l'Afrique, c'était exotique. On voulait y retourner. Et quand on est parti, ce n'est pas tant les petits-enfants qui étaient la difficulté, mais c'était comment mon père allait se réintégrer au marché de l'emploi. Et donc, mon père est resté contractuel pendant longtemps. Une chance qu'il a des talents, mais ça lui prenait quand même là, un poste stable. Donc, ça a été un peu difficile au départ. Une chance également qu'on avait par bateau transporté toutes nos affaires. Mais comme ça se fait généralement lorsqu'on retourne au pays, on transporte des choses par bateau. Puis je me souviens qu'on est passé près de 1 mois sans avoir la tenue d'école parce qu'on est arrivé en pleine... quelques semaines en pleine année scolaire. On n'avait pas encore là, le carreau à l'école. Les professeurs toléraient ça.
on chocobissait. Je ne sais pas si vous êtes habitué à cette expression-là, disant qu'on parlait comme des petits blancs à l'école, dans une école publique en plus. Donc, ça a été... et puis, il y avait la chicotte à l'école. Hein. Moi, ça m'avait traumatisé comme chicotte. À l'école primaire. À l'école primaire. Ça, j'ai trouvé ça difficile quand M. Yaya, si vous m'entendez, M. Yaya, vous m'avez vraiment chicoté, mais il le sait parce qu'on a gardé le contact. Mon prof d'école primaire, jusqu'à présent, on était en contact. Mais on n'a pas dit qu'on était torturés. Personne n'a jamais parlé de torture comme personne n'a parlé de torture, mais je pense que les enseignants devraient faire plus attention parce que je me souviens qu'on avait quand même là des personnes qui avaient décroché de l'école. Oui, à cause de peur d'être chicotées par nos enseignants. Et puis moi, un jour, là, j'ai sauté la clôture parce que je ne voulais pas me faire. Bon, écoutez, on va sauter tout ça. On est à la télévision, ça passe trop vite. Ça passe vite. Hein? On va revenir. Oui, revenons au sujet. À notre point essentiel ici, je vous laisse aller. D'accord. Alors, le point essentiel, on parle ici là de la misogynie noire et puis d'autres sujets aussi. Donc, lorsqu'on s'est rencontrés, Henri, c'était vraiment pour voir dans quelle mesure faire avancer les réflexions et puis améliorer la situation des femmes noires. D'abord, les femmes, parce qu'il y a de la misogynie. Donc, quand on est genré, souvent, on a un peu de mal à se faire, beaucoup de mal à se faire notre place dans les organisations, dans les milieux à forte présence masculine. Donc, il faut faire sa place. Et puis, quelquefois, lorsqu'on fait nos places en tant que femme noire, on nous dit qu'on est violente, on prend de l'espace, on parle fort. Donc, c'est vraiment dans cette intersection-là entre le genre et puis l'origine. On est violente et on parle fort. C'est ce qui J'ai retenu ces deux éléments. On est violent et on parle fort. En quoi se manifeste cette violence? Ou est-ce que je vais poser ma question autrement? Ou je vous la pose autrement. On parle ici, je parle ici de l'interprétation de ce qu'on peut avoir par rapport à la présence d'une personne. C'est notre interprétation qui n'est pas dit une vérité objective. C'est notre vérité à nous, qui peut être fausse complètement. Je suis tout à fait d'accord. Alors, lorsque vous affirmez ici, vous dites l'agressivité, êtes-vous d'accord que c'est une forme d'agressivité ou c'est plutôt l'interprétation, la manière dont la personne vous perçoit et qui conclut que c'est de l'agressivité? Mais moi, je dirais que c'est un mélange de beaucoup de choses. Et puis ça, c'est vraiment, ça m'appartient. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi aussi. Allez-y. Premièrement, ce n'est pas tout le monde qui parle fort. Moi, je suis une personne qui ne parle pas fort. J'ai toujours aimé la douceur. Et puis les Baoulés, si on revient sur les Baoulés c'est un peuple qui est très, très doux. Ah oui? D'ailleurs, c'est peut-être raison qu'on nous taxe de très diplomates. Le peuple Baoulé, c'est un peuple qui est doux? Au Fouette-Boigny, justement, quelquefois, on aime ça se vanter, disant que c'est grâce à notre diplomatie qu'on a gardé le pouvoir pendant 40 ans. Il était intelligent et machiavélique. Ben voilà, en tout cas. Et donc, premièrement, c'est pas tout le monde qui parle fort, ça c'est de un. Donc, je refute en partie cette assertion-là. Et deuxièmement, je pense que c'est une question aussi de culture orale. Ça, je l'ai souvent vu ici. Le peuple noir, c'est un peuple qui a beaucoup là entretenu l'oralité. Donc, c'est un peuple qui aime raconter, c'est un peuple qui aime parler. Et puis, je le vois, hein, et puis on était témoins, là, quand à l'événement, on nous donnait 5 minutes et puis on faisait 10 minutes. Je pense que j'ai été l'une des seules à respecter le temps parce que je me dis que ça fait partie de l'intégration aussi, le respect du temps. Et moi, j'accompagne beaucoup là d'entrepreneurs québécois dans des missions en Afrique et puis je me sensibilise à ça aussi. Je pourrais vous en parler parce que là, j'ai ma casquette sociale, mais j'ai également ma casquette d'affaires. J'ai ces deux compétences-là. Donc, je parle de culture orale, mais je parle aussi là d'un peuple qui a été vraiment martyrisé pendant des siècles. Et veut pas, toute cette rancœur-là, peut-être que nos ADN les ont marqués. Et puis, ça se manifeste aussi là dans un ras-le-bol. Puis même quelquefois, si ce n'est pas des ADN, quand on voit toutes les inégalités qui existent, on peut avoir la rage. Mais moi, ce que je dis aux gens, cette rage-là, il faut que ce soit une rage positive. Et quand je donne mes conférences, parce que je suis conférencière aussi, donc vraiment la notion de rage positive que nous transformons en vecteur de réussite au Canada, eh bien, c'est, à mon avis, ce qu'on pourrait faire pour pouvoir canaliser cette énergie-là, parce qu'on a quand même une énergie, cette énergie-là pour nous aider à intégrer de façon positive là, le Canada, le Québec. Quand on parle de la femme noire qui est
agressive, qui est provocatrice, quelque part, impatiente. Vous répondez quoi à cela? Moi, je pense encore que malheureusement, ce sont des clichés. Hein. Oui. Ce sont vraiment des clichés. Et puis, l'être humain, de façon générale, aime tout faciliter. Il aime la facilité, il aime tout mettre là dans des cases parce que son cerveau fonctionne comme ça. Pour moi, c'est des clichés. Je pourrais dire de même là pour des personnes asiatiques ou peu importe, mais ça, c'est vraiment un danger. C'est un danger. Puis moi, je travaille beaucoup là en interculturalité. Puis c'est vraiment important de ne pas avoir des clichés. Puis nous, c'est ce qu'on apprend très, très souvent aux employeurs québécois. Mais justement, lorsque vous rencontrez les employeurs québécois, moi, Oui. je suis curieux. Quelles sont les questions qui vous sont posées? Ah, Est-ce qu'on est ouvert? Est-ce qu'on est franc réellement? Ou est-ce qu'on fait semblant? Ben moi, je dirais qu'il y a du tout. Il y a du tout. Par exemple, là, je suis sur un projet pour l'intégration en emploi des personnes en demande d'asile sur demande du gouvernement du Québec, donc du ministère de l'Emploi. Et on a un employeur qui me dit, mais ces gens-là, est-ce que ils sont dangereux? Est-ce qu'ils sont psychologiquement normaux? Ben, en tout cas, il y avait quand même des questions qui étaient légitimes, mais quelquefois pouvaient être chargées. Et donc, il faut vraiment faire la part des choses. Et la réponse que j'ai donnée à ce monsieur-là, c'est de dire qu'on est tous des personnes en demande d'asile en sursis. Parce que, imaginez-vous, monsieur, qu'un jour, on va avoir encore un verglas, malheureusement, et puis on ne le souhaite pas, un verglas historique, où on n'aura plus d'électricité, on n'aura plus rien, et qu'on doive aller chercher refuge au Mexique. Parce que le contraire peut arriver aussi. Et quand j'ai dit ça au monsieur, il a compris que c'était dans les deux sens. C'est pas dans un seul sens que se trouve là le malheur, la difficulté, mais ça peut être dans un autre sens. Et c'est pour cette raison que les lois internationales balisent la demande de refuge. Donc, de façon générale, toute personne qui a besoin de refuge peut aller dans un pays, soit limitrophe, soit ailleurs, pour demander refuge face à une question d'insécurité. Donc, il y a de tout. Il y a de tout. Puis il y a aussi là, le discours public qui ne nous aide pas. Hein. Quelquefois, quand nos personnes en politique là, cherchent du clientélisme, ils vont aller vers la langue française, ils vont aller vers le logement, ils vont aller vers ci-versa. Et puis, ça vient comme embrouiller un peu là, nos entreprises, même là, le public. Mais quand on a cette plateforme-là, cette tribune pour discuter, je peux vous dire qu'on convertit beaucoup de personnes. Vous avez mentionné tantôt que vous accompagnez des hommes d'affaires québécois en Afrique. Comment ça se passe? D'ailleurs, pourquoi est-ce que devriez-vous les accompagner? Ben, c'est très important. Ben, moi, je porte deux chapeaux. Donc, premièrement, je suis directrice générale de INICI, donc l'organisme d'intégration socio-économique dont je vous ai parlé, qui depuis 40 ans œuvre à l'intégration. INICI, on va juste le rappeler, donc on parle ici de... INICI, donc Immigrer, Intégrer, Innover. Un organisme qui reçoit des subventions gouvernementales. Sans but lucratif, donc. Sans but lucratif, pour accompagner des milliers de familles par année pour leur intégration sociale, linguistique, régionale et économique. C'est des responsabilités, ça. Oui, de grandes responsabilités. J'ai une cinquantaine d'employés, merci beaucoup. Cinquantaine d'employés, des spécialistes, des conseillers en emploi, des intervenants sociaux, donc des chargés de projet. Donc, je travaille justement à accompagner par année 20 000 personnes. 20 000? 20 000 personnes. Donc, les personnes immigrantes, 10 000 et leurs familles, on les rajoute, ça fait 20 000 dans leur intégration au Québec. Ça, c'est... Mais puis mur à mur, là, depuis le début, là, jusqu'à à la promotion au travail. Bravo. Donc, ça, c'est ce que je fais dans le cadre de INICI, mon organisme d'intégration socio-économique. Et j'ai un autre chapeau que vous connaissez certainement parce que j'ai hérité depuis l'année dernière, là, du Forum Afrique Expansion de notre sénatrice Aminata Gerba. Et donc, c'est moi qui reprends le flambeau comme PDG du Forum Afrique Expansion. Amina m'a pas dit ça. Mais c'est un secret bien gardé. Oh là là. C'est un secret bien gardé. Et puis, moi, dans la communauté, les gens me connaissent beaucoup par ce que je fais comme action, mais les gens ne me connaissent pas beaucoup par, la verbalisation. Parce que moi, ce que j'aime, c'est que mon travail parle par moi-même, par lui-même. Voilà. Donc, depuis le mois d'octobre, je suis la nouvelle PDG du Forum Afrique Expansion et je profite de votre antenne pour inviter toute la communauté au Palais des Congrès. Rien de moins. Palais des Congrès, le 31 août, 1er septembre, pour la relance du Forum Afrique Expansion dans sa 10e édition. Ouais, on y sera, j'espère, si Dieu nous prête du... Ah oui. Donc là, on prépare justement là, la promotion et puis c'est vraiment une exclusivité que je vous donne sur votre antenne, votre plateau aujourd'hui. Alors c'est dans ce sens-là que moi j'accompagne les personnes, les gens d'affaires
dans les relations d'affaires Afrique-Canada et aussi parce que j'ai travaillé pendant 10 ans à la Chambre de commerce de Montréal. Donc, c'est pour moi naturel là, de poursuivre dans ce mandat. Ben, je pense qu'on a largement dépassé le temps. Oh mon Dieu, déjà? Oui. Mais je vous garde pour une petite minute. D'accord. Qu'est-ce que le public qui nous a suivis aujourd'hui peut retenir de cette conversation? Mon Dieu, le travail. Le travail. Je sais que tout le monde travaille, mais pour moi, le travail, c'est vraiment un sacerdoce. C'est vraiment un sacerdoce. On est arrivé dans un pays qui a besoin de nous, qui nous fait confiance. Et on doit être les ambassadeurs de l'Afrique, de notre nation, de notre culture dans ce pays qui nous a ouvert ses bras-là. Et on doit faire partie de la solution. Alors, c'est le travail et encore le travail. Vous parlez comme mon papa. C'est vrai? Ah oui, mais votre père avait raison pour paraphraser Alpha Blondy. Mon père avait raison, la vie est un combat. Mais voilà. Quand mon papa m'a emmené ici de force au Canada, il m'a dit ceci. Mon fils, je suis diplomate aux Nations Unies. Toi, ici, tu représentes ton pays. Ben voilà. Tu es le seul noir dans le coin au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En plus, au Saguenay, j'en reviens là, la semaine dernière. En plus, même pas Montréal. M'a dit, tu représentes ton pays et tu nous représentes. Tout ce que tu feras comme fait négatif va nous nuire. N'oublie pas, tu es l'ambassadeur de ton pays là-bas. Représente-nous positivement. Dis-moi, votre père avait raison. C'est ce que j'essaie de faire jusqu'aujourd'hui. Votre père avait raison. Je vous dis, votre père avait... Et puis peut-être à chaque fois que j'ai un poste de responsabilité, je travaille pour ouvrir la porte à mes frères et sœurs. J'espère que tout le monde vous entend là. Ben, je pense qu'on me connaît et puis ils le savent là. Donc continuons de travailler, continuons de relever très très haut la nation, notre origine. Et puis l'Afrique tout entière. On se retrouve bientôt encore. Très bientôt. Merci baoulés, beaucoup, là, ils sont terribles, les baoulés. Voilà, monsieur, merci, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.